Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration visuelle. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'une des séquences les plus explosives de notre histoire, la période qui s'étale d'octobre 1791 à septembre 1792. C'est l'ère de l'Assemblée législative, une époque vraiment fascinante où, pour faire simple, de grands idéaux politiques vont se heurter violemment à la réalité du pouvoir. C'est une fenêtre de temps très courte, à peine un an, mais la densité des événements est telle qu'elle a littéralement changé la face du monde. Alors c'est parti. La grande question qui va nous guider aujourd'hui est là. Comment une monarchie constitutionnelle s'effondre-t-elle en moins d'un an ? Pour bien visualiser la chose, on peut utiliser l'image d'une cocotte minute. La toute jeune constitution de 1791 venait de mettre en place un système de gouvernement totalement inédit, pensé pour équilibrer les pouvoirs. Mais ce système va très vite se retrouver sous une pression monstrueuse, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur. On va observer, étape par étape, comment ce nouveau cadre a été poussé jusqu'à son point de rupture absolu. Bon, plongeons-nous là-dedans. Voici notre feuille de route pour décortiquer cette escalade fulgurante. D'abord, une assemblée sous tension. Ensuite, les crises sociales et religieuses. Puis, la marche vers la guerre. Après ça, les vétos de Louis XVI. Et on terminera par le point de bascule ultime, la chute de la monarchie. Première étape de notre parcours. 1. Une assemblée sous tension. Alors, 745, c'est le nombre de députés qui composent cette nouvelle assemblée unique lorsqu'elle prend officiellement ses fonctions en octobre 1791. Mais ce qu'il faut absolument retenir ici, le détail crucial, c'est que ce sont 745 hommes flambant neufs. En fait, l'Assemblée constituante précédente avait voté une loi interdisant à ses propres membres de se représenter. Résultat des courses, toute l'expérience politique accumulée par les rédacteurs de la Constitution s'est évaporée en un instant. En plus de ça, ces nouveaux élus sont issus d'un suffrage restreint. Sur 24 millions de Français, seulement 4,3 millions d'hommes, les fameux citoyens actifs qui payent un certain impôt, ont le droit de voter. On se retrouve donc avec une assemblée très inexpérimentée, élue par une minorité aisée, qui doit soudainement piloter un pays en pleine ébullition. Et cela illustre brillamment la paralysie politique qui s'installe dès le premier jour. Regardons la répartition. À droite, on a les 250 feuillants. Eux, ils croient fermement à la monarchie constitutionnelle et leur but affiché, c'est de stabiliser et de terminer la Révolution. De l'autre côté, à gauche, on trouve 136 membres liés au Club des Jacobins, ce qui inclut les futurs Girondins, qui veulent clairement pousser les réformes beaucoup plus loin. Et au beau milieu, la masse qui fait pencher la balance, 345 députés indépendants, le centre. Avec une telle configuration, c'est un jeu constant de compromis laborieux. Prendre une décision rapide devient quasiment impossible, alors même que la situation sur le terrain exige des actions urgentes. Ce qui nous amène à notre deuxième point, 2. Crise sociale et religieuse. C'est à partir de là que notre cocotte minute commence vraiment à siffler. L'Assemblée patine et pendant ce temps, 2 incendies majeurs ravagent le pays de l'intérieur. D'un côté, on a une crise économique qui s'éternise. Le prix du pain ne baisse pas, la faim est une réalité quotidienne et des émeutes éclatent sporadiquement, dans les villes comme dans les campagnes. De l'autre côté, et c'est tout aussi explosif, une crise religieuse massive. La réorganisation de l'Église par l'État a complètement fracturé la société. Les prêtres doivent désormais prêter serment au gouvernement. Ceux qui refusent, qu'on appelle les prêtres réfractaires, s'opposent frontalement au clergé constitutionnel. Et ça, c'est un vrai déchirement qui se vit au quotidien dans presque chaque paroisse de France. Pour donner un peu de chair à tout ça et montrer ce que cette crise religieuse donnait sur le terrain, prenons l'exemple de la fosse de Tigné, dans le Maine-et-Loire. Quand il a été décidé de fermer l'église locale, ça n'est pas passé du tout. Une émeute a éclaté. Le nouveau prêtre constitutionnel, qui venait juste appliquer la loi, a été accueilli par des habitantes furieuses qui l'ont menacé de mort et lui ont jeté des pierres. Et le pire, c'est que ce genre d'incident n'a rien d'exceptionnel à ce moment-là. Ça montre à quel point des décisions administratives lointaines, prises à Paris, provoquaient de véritables explosions de violence à l'échelle locale. La base de la société est tout simplement en train de bouillir. Et c'est là qu'on ajoute la politique étrangère. Section 3, la marche vers la guerre. Comme si les flammes internes ne suffisaient pas, la menace extérieure vient rajouter de l'huile sur le feu. Au printemps 1792, l'engrenage s'accélère fatalement, en 3 temps. D'abord, coup de tonnerre diplomatique, la mort de l'empereur d'Autriche, Léopold II, en mars, ce qui rebat complètement les cartes en Europe. Ensuite, Louis XVI fait un choix très lourd de conséquences. Il renvoie ses ministres feuillants, qui essayaient d'éviter le conflit à tout prix. Et pour les remplacer, il nomme des ministres issus de la sphère girondine, qui sont, à l'inverse, d'ardents partisans de la guerre. C'est assez ironique quand on y pense. Le roi et certains révolutionnaires veulent la guerre, mais pour des raisons diamétralement opposées. Quoi qu'il en soit, à ce stade, le choc devient inévitable. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la formulation même de cette déclaration de guerre, qui est votée massivement le 20 avril 1792.
Le texte ne déclare pas la guerre à une nation tout entière, mais très spécifiquement, je cite, aux rois de Bohême et de Hongrie. C'est un choix diplomatique très calculé pour cibler uniquement l'Autriche et essayer de laisser le reste du Saint-Empire germanique en dehors du conflit. C'est l'ultime étincelle. Sauf que la guerre commence très très mal pour la France. Les premières défaites militaires vont instantanément créer un immense climat de paranoïa et d'urgence absolue à Paris. Ce qui nous précipite vers le point 4, les vétos de Louis XVI. Donc, récapitulons. Le pays est en guerre, les frontières sont menacées, l'économie va mal, et c'est précisément le moment que choisit la machine institutionnelle pour se gripper complètement. Le 13 juin, Louis XVI utilise son droit constitutionnel pour bloquer 2 lois votées par l'Assemblée, l'une pour sévir contre les prêtres réfractaires, et l'autre pour faire venir des volontaires armés, les fameux fédérés, afin de défendre Paris. La réaction de l'opinion publique est immédiate et féroce. Le roi écope d'un surnom qui va lui coller à la peau pour toujours, Monsieur Veto. La Constitution lui donnait tout à fait le droit de faire ça techniquement, mais politiquement. En pleine guerre, aux yeux du peuple, ça n'est plus vu comme un droit légal, c'est perçu comme de la trahison pure et simple. Forcément, la réponse de la rue ne se fait pas attendre. On arrive à la fameuse journée du 20 juin 1792. Une foule en colère force les portes du palais des Tuileries. C'est une scène hallucinante qui est restée gravée dans les mémoires. Louis XVI se retrouve coincé face aux manifestants. Pour calmer le jeu, il accepte de coiffer le bonnet phrygien rouge, le grand symbole des sans-culottes, et il lève même son verre à la nation. Mais attention, sur le fond, le roi ne flanche absolument pas. Il refuse catégoriquement de retirer son veto. Ce 20 juin est un immense coup de semonce. Le domicile du pouvoir exécutif a été violé, mais l'impasse politique, elle, reste totale. Et sur le front, la situation devient catastrophique. Début juillet, la Prusse rejoint l'Autriche contre la France. Face à cette menace existentielle, l'Assemblée législative décide carrément de passer en force et de contourner le veto du roi. Le 11 juillet, elle fait une proclamation solennelle, la patrie en danger. C'est un appel vibrant, demandant à tous les citoyens de s'armer et de converger vers Paris pour sauver la Révolution. En faisant cela, l'Assemblée suspend de facto les règles constitutionnelles, purement et simplement dictées par l'urgence militaire. Et voici l'acte final de cette période. 5. La chute de la monarchie. Avançons un peu pour voir comment tout cela s'accélère, parce que la pression dans notre cocotte minute est devenue intenable. L'explosion est imminente, et le rythme de l'histoire s'emballe de façon vertigineuse. Juin 1792, les vétos royaux paralysent tout. Quelques semaines plus tard, le 11 juillet, la patrie est déclarée en danger et des milliers de volontaires affluent. Et tout cela nous mène comme une ligne droite au point de bascule un mois plus tard, le 10 août 1792. Tout va si vite que l'Assemblée législative est complètement dépassée. Elle n'a plus du tout le contrôle des événements. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, cette explosion n'est pas qu'une simple émeute spontanée. C'est un événement préparé avec une grande méthode. Dans l'ombre, pendant la nuit du 9 au 10 août, un véritable coup de force institutionnel se déroule à l'hôtel de ville de Paris. Une commune insurrectionnelle se met en place et renverse illégalement la municipalité établie. Au petit matin, cette nouvelle autorité, ultra déterminée et radicale, a pris les commandes de la capitale. Tout est en place pour l'assaut décisif. La journée du 10 août 1792 marque une rupture définitive, dans une violence inouïe. Les troupes de fédérés et les gardes nationaux des faubourgs lancent l'attaque contre le palais des Tuileries. Les combats sont terribles et se soldent par un véritable bain de sang, marqué notamment par le massacre d'une grande partie de la garde suisse qui défendait le bâtiment. Juste avant que les défenses ne cèdent totalement, Louis XVI et sa famille fuient le palais pour chercher asile au sein de l'Assemblée législative. Sauf que l'Assemblée, face au triomphe absolu de l'insurrection populaire, n'a plus aucune marge de manœuvre. Sous la pression de la Commune, les députés finissent par voter la suspension immédiate des fonctions royales. C'est le coup de grâce. La suite est implacable. La famille royale est enfermée dans la prison du Temple. Un conseil exécutif provisoire est formé et de nouvelles élections au suffrage universel sont organisées dans la foulée. Et la conséquence directe tombe un mois plus tard. Le 21 septembre 1792, la nouvelle Assemblée, la Convention nationale, tient sa toute première séance. Sa première décision politique, c'est l'abolition pure et simple de la royauté. Le lendemain, la France se réveille dans l'an 1 de la République. Cette fameuse monarchie constitutionnelle que l'on avait mis 2 longues années à bâtir minutieusement aura tenu moins de 12 mois. Donc, le point crucial, c'est que ce système de 1791 était un assemblage délicat, qui nécessitait un minimum de confiance pour fonctionner. Mais coincé entre la colère de la rue, la déchirure religieuse, l'intransigeance du roi et une guerre à l'échelle européenne, le système a tout bonnement implosé. Et une immense question plane désormais pour l'avenir. Que va-t-il se passer maintenant ? Le roi est déchu, le pays est envahi par les armées étrangères. Comment une toute nouvelle république va-t-elle bien pouvoir s'inventer et se forger au milieu de ce chaos de fer et de sang ?
Eh bien, c'est une autre histoire tout aussi fascinante que l'on gardera pour une prochaine exploration.